À la une de l'actualité ce soir, des prêts financiers pour aider les projets ou à rebondir. Une association locale dans le plateau central lance l'opération Prêt d'honneur. Des prêts à taux zéro, sans garantie, sans intérêt destinés à financer des acteurs économiques issus des couches vulnérables. Les montants vont de 100 000 à 1 million de francs CFA et le prêt est remboursable sur 3 ans. Quels sont les critères de sélection? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, à Bobo-Dioulasso, les écoles primaires publiques connaissent des sureffectifs dans les classes. Des classes de 231 élèves avec la promiscuité et des conditions difficiles de travail pour les élèves et leurs maîtres. La principale raison avancée, l'insuffisance d'écoles publiques dans la ville. Mais est-ce seulement la seule raison qui tienne élément de réponse dans cette édition? Et dans cette édition, Noël s'approche avec les préparatifs aussi. Difficile d'imaginer un Noël sans les crèches, une tradition qui a donné lieu aujourd'hui à des pratiques commerciales. Les constructions occasionnelles de crèches font place à des préfabriqués, un véritable business diversement apprécié. Comme chaque année, les vendeurs se plaignent encore de la morosité du marché, constat à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, le PARI, le Parti africain pour l'intégration et la solidarité, vient d'achever à Ouagadougou son congrès ordinaire, le troisième du genre, les travaux de son troisième congrès, un conclave qui a permis aux militants et sympathisants du PARI de prendre des décisions, notamment pour ramener la sérénité au sein du groupe. Les congressistes ont à l'occasion procédé au renouvellement et à l'élargissement du bureau politique, mais aussi prononcé des exclusions de 5 militants du PARI. Sur la situation nationale, le PARI préconise la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Aruna Maré, Konsoum Koulibaly. Roland Tondé rempile pour un troisième mandat à la tête du PARI, le Parti africain pour l'intégration et la solidarité. Le nouveau bureau politique du parti passe désormais de 21 à 60 membres. Ce sont des décisions issues de ce troisième congrès ordinaire du PARI qui a aussi procédé à l'exclusion de 5 membres du parti. Il y avait une crise qui secouait depuis 2 ans. La crise est derrière nous. Nous sommes en train de remettre en place des nouvelles sections pour reconquérir nos places sur la place politique au Burkina Faso. Nous avons pris la décision d'aller en alliance avec le PDCI-RDA de la Côte d'Ivoire, du président Henri Konan Bédié, et nous avons fait un appel à sa candidature pour aussi la réconciliation. Sur la gouvernance actuelle, le PARI propose l'instauration d'une nouvelle transition avec pour mission de statuer sur tous les dossiers pendants en justice et de réconcilier les Burkinabés. Regardez le dossier du coup d'État qui est là. Je ne vais pas au moins rentrer, faire un commentaire. Il y a un dossier de Thomas Sankara qui est là. Depuis après 30 ans que c'est venu, il y a le dossier Norbert Zongo. Il y a tellement de dossiers qui sont là. À quand nous allons finir avec ces dossiers pour en finir? S'il ne peut pas, il ouvre une transition. Et nous allons l'accompagner. Un congrès extraordinaire du parti est envisagé en 2019 pour désigner le candidat du PARI à la présidentielle de 2020. Il y a 6 mois, la Sotraco avait procédé à l'ouverture des lignes de transport en commun dans la ville de Bobo-Dioulasso. Des bus de plus en plus empruntés par les Bobolais pour leurs courses. Une dizaine de lignes est lancée à ce jour. Une habitude de consommation qui satisfait les porteurs du projet. Ce jeudi 20 décembre, le ministre en charge des transports et de la mobilité urbaine est allé lancer officiellement l'opération sur place. C'était en présence de Kassoum Milogo et de Moumouni Barou. Après la mise en circulation des bus à Bobo-Dioulasso en juin dernier, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière lance officiellement 10 lignes d'exploitation des bus Sotraco. Et selon le ministre, l'adhésion forte de la population au transport en commun reste l'une des exigences de développement durable. Je pense que ce que nous venons de faire ce matin, c'est de lancer d'abord les 10 premières lignes. Mais nous avons lancé aussi les 3 lignes de bus spécialisés pour les élèves et les étudiants. Donc c'est vraiment une action de transport en commun. Ce que je veux maintenant faire, c'est d'inviter les Bobolais et les Bobolaises et l'ensemble donc des acteurs qui concourent au transport en commun de nous mobiliser pour faire en sorte que tout le monde adhère au processus de transport en commun. Parce que c'est durable, parce que c'est économique, parce que c'est là aussi à la sécurité routière.
le bus est de plus en plus emprunté pour faire des courses, toute chose qui rassure les premiers responsables de la société. Comme on le dit, on souhaite vraiment être accompagné pour que véritablement les bus soient les premiers moyens de transport. L'ambition de la Sotraco, réduire le temps d'attente à 15 minutes et ouvrir d'autres lignes supplémentaires pour soulager la population. Le ministère des Transports et de la Mobilité urbaine veut clarifier le rôle de chaque acteur dans le transport routier au Burkina Faso. Et cela commence par une relecture des cahiers de charges qui régissent le secteur des transports routiers. À terme, c'est la professionnalisation du secteur qui est attendue. Explication Manika Yen et Karim Sissé. Professionnaliser le secteur du transport routier au Burkina Faso, c'est l'ambition affichée par le gouvernement. Et qui parle de professionnalisation du transport routier, parle aussi des textes qui encadrent et qui réglementent le secteur. Des textes dont la rédaction implique l'apport de tous, d'où cette rencontre entre les acteurs du transport routier du Burkina Faso et leur ministre de tutelle. Donc j'ai voulu ici que le ministère se retrouve avec l'ensemble des transporteurs venus de l'ensemble des régions pour que nous puissions commencer la communication, l'information et pouvoir permettre qu'ils puissent adhérer au processus de rédaction de l'ensemble des cahiers des charges qui vont régir le secteur des transports. Parce que les acteurs sont nombreux et nous voulons que chaque acteur puisse avoir un cahier de charges très clair et que nous puissions nous engager vers une professionnalisation du secteur. Dans la réalisation de cette volonté de professionnaliser le secteur du transport routier, l'État a mis en place un système de crédit qui faciliterait le renouvellement des parcs automobiles des transporteurs. Déjà, le gouvernement, l'année passée, a décidé de les autoriser d'importer 900 camions hors taxes, hors douane. Ça prend fin à la fin de ce mois de décembre. On mettra en place un autocrédit en 2019 pour les permettre de pouvoir avoir accès au crédit sans avoir à hypothéquer leur maison. À terme, la professionnalisation du secteur du transport routier permettra aux transporteurs burkinabés d'être plus compétitifs sur le terrain. Dans l'actualité, ce soir, une association locale dans le Plateau central lance une opération de prêt d'honneur. Des prêts à taux zéro, sans garantie, sans intérêt, destinés à financer des acteurs économiques issus des couches vulnérables. Les montants vont de 100 000 à 1 million de francs CFA et le prêt est remboursable sur 3 ans. Déjà, une cinquantaine de personnes viennent bénéficier de ces prêts. La remise des chèques est intervenue ce samedi 22 décembre à Zignaré, en présence de Fabrice Nebier et de Bouma Ernest Nebier. Avec beaucoup de sourires, Nagesiba Kabouré reçoit des mains du gouverneur du Plateau central un chèque des millions de francs CFA. Menué de son état à Zorgo, cette somme va lui permettre de développer ses activités commerciales. Je suis menuisier à Zorgo. J'avais vraiment besoin d'argent pour développer mon entreprise. Ce prêt va beaucoup m'aider à atteindre cet objectif. J'en suis fier. Comme lui, 50 autres personnes ont également bénéficié de prêts. Des prêts allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. C'est une initiative de l'association Initiative Plateau Central qui entend apporter sa contribution à la lutte contre la pauvreté dans la région, au chômage et à l'exode rural. Initiative Plateau Central donne des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, c'est des prêts à taux zéro, sans garantie, sans intérêt. Pour bénéficier de ce prêt, il faut présenter un projet rentable et attractif. Le prêt est remboursable sur 3 ans et il appartient aux bénéficiaires de choisir sa manière de rembourser. Accorder ces genres de prêts, c'est une confiance, puisqu'il n'y a pas de garantie. Ce qui veut dire que les bénéficiaires de ces prêts-là aussi ont la lourde responsabilité, surtout morale, de pouvoir rembourser afin que nous puissions financer d'autres acteurs économiques. L'initiative Plateau Central n'accorde pas que des prêts, elle offre aussi des formations dans des métiers divers aux jeunes. Le comité de gestion du périmètre aquacole d'intérêt économique de la Compiègne était au rapport ce week-end à Fadane Gourmand. Les rapports des 2 dernières années sont passés au crible et les membres du comité se sont accordés sur la suite des activités.
La session a permis également de dégager un document de gestion. Les acteurs se sont engagés en outre à trouver des solutions aux problèmes de dégradation des berges et à la baisse de la production ainsi qu'à la surexploitation des ressources du périmètre. Sur place à Fadangourma, les explications de Joël Tandamba et de Chantal Ouedraogo. Le comité de gestion du périmètre aquacole d'intérêt économique de la Kompianga est à la recherche de solutions idoines pour améliorer la productivité du barrage. Cette rencontre devrait aboutir à l'adoption d'un document de gestion avec l'ensemble des acteurs. Nous avons de façon consensuelle décidé de maintenir la période de fermeture du 15 août au 15 septembre. Et sur les questions de dégradation de berges, nous avons opté de planter des arbres le long de la berge. Au regard de l'utilité du barrage pour les populations, les acteurs recommandent des actions fortes pour préserver la ressource. Au niveau des filets, les mailles, c'est de 35 mm de nœud à nœud. Généralement, les pêcheurs aiment dire c'est 3 doigts. C'est-à-dire quand ils arrivent à mettre 3 doigts à l'intérieur du filet, c'est que c'est bon. Moins que ça, c'est pas bon. Et il y a aussi l'utilisation des hameçons qu'on doit appâter. Ne pas utiliser des produits toxiques pour pouvoir pêcher. Au sortir des échanges, les acteurs se sont aussi accordés à respecter les engagements pour une meilleure gestion des ressources. De son côté, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était en visite ce 21 décembre à Tenkodogo. L'objectif de Maurice Dieudonné Bonannée était d'avoir une vue d'ensemble sur les sites réservés aux infrastructures du 11 décembre 2019. Le ministre et sa délégation a pu également s'entretenir avec les chefs d'ouvrage et les populations qui seront affectées par le démarrage des chantiers. Un préalable avant investissement qui, selon le ministre Bonannée, vise à créer une dynamique nouvelle dans la réalisation des équipements structurants au profit des populations. Le point de la visite avec Aimé Douamba et Rasmata Ouedraogo. Le 11 décembre 2019, un 11 décembre aux grandes ambitions pour le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le ministre Dieudonné Bonannée en visite à Tenkodogo pour une vue d'ensemble sur les sites dédiés aux infrastructures dans le cadre des festivités. Une visite qui vise à créer une nouvelle dynamique dans la réalisation des équipements structurants au profit des collectivités territoriales. À Tenkodogo, nous allons innover, mais nous n'oublions pas les autres chefs-lieux de province qui constituent la région. Et dans certaines communes à forte potentialité économique, il va falloir développer le génie, comme on le dit, le génie créateur, pour voir quelles sont les infrastructures dont nous avons besoin. Parce que comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas mécaniquement qu'il faut tout réaliser dans une ville. On réalise les infrastructures dont une ville a besoin. Cette initiative a pour objectif d'anticiper de manière à ce que nous nous donnions toutes les chances de terminer les investissements à bonne date. Et pour atteindre ces objectifs, des préalables s'imposent. Parti à la rencontre des occupants des sites de l'aérodrome, le ministre joue la carte d'apaisement face à une population visiblement mécontente. Nous avons échangé avec les populations locales qui doivent être déguerpies. Les problèmes de recasement de ces populations se posent. Nous avons tenu à apaiser les populations. C'est ensemble que nous allons trouver des solutions. Une visite chez le chef de Tenkodogo clôture cette sortie terrain où le top de départ des travaux est annoncé pour janvier 2019. Le réseau des femmes ministres, anciennes ministres et anciennes parlementaires présidentes d'institutions relance ses activités. C'est un mouvement créé en 1995 pour faciliter la mise en œuvre des recommandations de la conférence internationale sur la population tenue au cœur. La section Burkina du réseau était en léthargie depuis plusieurs années. Ce samedi, un groupe de femmes a décidé de relancer les activités du réseau. C'était en présence de Pascal Canet. Pour la troisième fois, ces femmes membres du réseau des femmes ministres, anciennes ministres, parlementaires et anciennes parlementaires, présidentes d'institutions et anciennes présidentes d'institutions REFAMBE relancent leur réseau. Après avoir constaté la léthargie du réseau, un groupe de femmes leaders ont décidé de les relancer. D'où cette rencontre de relecture des textes et de relance des activités. C'est surtout une occasion offerte à ces femmes de relire les textes de ce réseau pour l'adapter à son temps. Dans tous les autres pays, le réseau est très dynamique
et influencent réellement les décisions en faveur de la femme dans ces pays-là. J'étais désolé de savoir qu'au Burkina Faso, où s'est tenue la première rencontre pour créer ce réseau-là, notre réseau soit moribond. C'est notre devoir sacré de pouvoir nous organiser et de pouvoir interagir avec la jeune génération pour le partage d'expériences, pour l'organisation de la transition générationnelle. Une des raisons fondamentales de la léthargie du réseau est sans doute la question de son financement. Une question que le président de l'Assemblée nationale, président de la cérémonie, compte résoudre. Il promet un appui financier au réseau à travers l'Assemblée nationale. Une promesse assortie de conditions. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale, à condition qu'elle reste une structure apolitique, je voudrais engager l'Assemblée nationale à institutionnaliser, ne serait-ce que pour 2019, la somme de 10 millions pour accompagner votre structure. Et une autre condition qui s'ajoute, si vous faites en sorte que cette structure soit inclusive, qu'elle prenne en compte toutes les femmes depuis la nuit des temps qui ont occupé ces différentes responsabilités, sans condition d'appartenance politique, en 2020, l'Assemblée pourra augmenter cette subvention qui passera de 10 millions à 20 millions. À l'issue de cette rencontre, les membres du réseau se montrent confiantes. Tout espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Le réseau fonctionnera désormais comme le réseau frère de la sous-région au bonheur de toutes les femmes burkinabées. Un mot de santé avant de poursuivre. Après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, Waïguya dans le Nord aura bientôt une unité de néphrologie. Ce 21 décembre, le ministre de la Santé a procédé à la pose de la première pierre de ce centre en présence des autorités locales coutumières, mais aussi de la population de la région du Nord. Le témoignage de Zenabou Selenga et Alex Zagré. Voici posée la première pierre de l'unité de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire régional de Waïguya. Ce service va bientôt prendre en charge toutes les personnes souffrant d'insuffisance rénale aiguë et chronique, ainsi que les patients dialysés. Un projet qui est né de la collaboration entre la Fondation Orange Burkina et le ministère de la Santé. Nous avons échangé avec des spécialistes dans le domaine qui nous ont fait savoir que le besoin dans notre pays en matière de prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale était quand même assez étendu. Et donc nous avons jugé impérieux au niveau de la Fondation Orange de pouvoir apporter notre contribution auprès d'autres initiatives publiques et privées. Composé d'un bâtiment de type R+1 et des annexes, le centre viendra réduire le manque de plateaux techniques médicaux et permettre une meilleure prise en charge des malades d'insuffisance rénale. Nous avons à peu près 20 000 malades potentiels qui auraient eu besoin de la dialyse, mais notre plateau technique permet aujourd'hui d'offrir des soins à peu près 500. La marche est vraiment grande. Et nous avons décidé d'implanter dans chaque région sanitaire du Burkina, il y en a 13, un centre d'hémodialyse. 90% des dialysés, c'est par ignorance. Si on arrive à sensibiliser les règles de la population, ça peut diminuer le nombre de malades. Nous sommes là-bas, on est dedans, on connaît. Pourquoi on est là-bas aujourd'hui, c'est par ignorance. Financé à plus de 660 millions de francs CFA par Orange Burkina, l'unité d'hémodialyse du CHU de Waïguya aura une capacité d'accueil de 20 lits d'hospitalisation et 25 générateurs pour la prise en charge des patients. Le délai d'exécution de ce projet est d'environ 12 mois. On en vient à présent à notre dossier de ce journal. Les écoles primaires publiques de Bobo-Dioulasso sont surpeuplées. Vous allez le constater, il y a des classes de 160 et même jusqu'à 231 élèves dans la seule classe. Le sureffectif dans les classes concerne presque toutes les écoles primaires publiques de la ville de Bobo. Et la raison principale avancée, l'insuffisance d'écoles publiques dans la ville. Les écoles de Bobo-Dioulasso, des classes hors la loi. C'est un dossier signé Drissa Traoré et Amadou Lougué. Bienvenue au CP2 de l'école Koua H au secteur 24 de Bobo-Dioulasso. L'effectif de la classe, 231 élèves composés de 107 garçons et 124 filles. Le plus gros effectif de cette école primaire publique de la ville de Sia. 2 enseignantes titulaires, assistées de stagiaires, dispensent le cours.
Surtout à la rentrée, quand on est arrivé, on a trouvé que l'effectif est toujours là. Personne ne nous a dit on va diviser votre classe. Ça nous a découragés. Surtout au moment de la chaleur, c'est pas simple d'enseigner dans un tel effectif. C'est compliqué. Autre lieu, mais le constat reste le même. L'école primaire publique de Bendougsobe. C'est l'heure de la récréation. Les enfants profitent au maximum. Mais en classe, ils s'étouffent par manque de place. Dans cette classe de CE2, le tableau affiche 147 élèves. On assiste à toutes les phases et tous les endroits sont bons pour prendre des notes. Il y en a même souvent qui posent le cahier sur le dos du voisin, se servent du dos du voisin comme table pour écrire. Notre prochaine étape, l'école Kolsama A, au secteur 21 de Bobo-Dioulasso. 805 élèves pour 6 classes, soit un effectif moyen de 134 élèves par classe. Ici, l'effectif le plus élevé se trouve au CM1, 167 élèves. Aucune rangée de passage en classe. Alors, pour se déplacer, la seule possibilité qui s'offre aux enfants, c'est de marcher sur les tables-bancs. Pour aller se soulager, on monte sur les tas, aller demander la permission au maître. À qui la faute? À quel niveau peut-on situer les responsabilités? L'État, les parents ou les enseignants? Les avis sont partagés. Dire que les enseignants ont une part de responsabilité, je ne vois pas comment. Ce ne sont pas les enfants des enseignants. C'est les enfants du pays qui viennent pour s'inscrire. Les espaces qui devraient être réservés pour permettre, du moins faire en sorte qu'on puisse installer les écoles sont occupés. Donc, en fin de compte, le privé a naturellement occupé le lieu. À Bobo-Dioulasso, près de 2 écoles primaires sur 3 sont des privés. La ville compte 307 écoles primaires privées contre seulement 170 écoles publiques. Noël s'approche et les préparatifs aussi s'accentuent. Difficile d'imaginer un Noël sans les crèches, une tradition qui a donné lieu aujourd'hui à des pratiques commerciales. Les constructions occasionnelles de crèches font place à des préfabriqués, un véritable business diversement apprécié. Maimouna Traoré. Des matériaux récupérés, de la peinture, un peu de génie et voilà une crèche prête pour accueillir le petit Jésus. Salif Tiemtouré fabrique et vend des crèches depuis 1998. On utilise des plâtres, des feuilles, des peintures, des cols 99, des granites, des cartons ici avec des contreplaqués. Bon, les couleurs, ça dépend. C'est toi-même qui dois inspirer et tu fais ce que ça va être joli avec les gens. Adama Compaoré utilise essentiellement du contreplaqué, des œuvres prisées par de nombreux Ouagalais. Pour ceux-ci, ces crèches préfabriquées sont plus pratiques et peuvent être utilisées pendant longtemps. Aux abords des rues et dans les magasins, on en trouve à tous les goûts et à tous les prix. À côté, il y a les sapins synthétiques. Dans certains commerces, leur prix varie entre 1500 et 200 000 en fonction de la taille, de la qualité et des ornements. Quand nous on était petits aussi, c'est ce qu'on nous faisait. Voilà. Maintenant, nous sommes devenus des pères de famille. Donc, il va falloir que nous aussi on fasse des petits cadeaux à nos enfants, quoi. Bon, Noël, on peut dire que le sapin est un élément essentiel aussi de Noël. Comme un Noël sans Père Noël, vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est une tradition depuis l'enfance, donc il faut continuer. J'ai eu un de 50 000 et quelques là, en tout cas qui s'adapte à mes besoins. Les enfants de Deborah Zigani n'imaginent pas non plus la fête de la nativité sans crèche et sans sapin. Elle est donc venue en acheter pour leur faire plaisir. Ils sont tellement contents, ils sont excités aussi à l'idée de fêter Noël. On va déposer un petit cadeau à côté du sapin pour les faire plaisir. Le marché des sapins et des crèches préfabriquées bat son plein. Mais si les acheteurs sont satisfaits de la qualité et de la diversité des articles, les vendeurs, eux, sont mécontents. L'année passée, il y a eu marché, mais pas tellement comme ça, mais il y a eu des gourous qui venaient, chacun est content.
Quand il y a des gourous viennent seulement, on dit il faut prendre ça, il faut prendre ça. Tu dis le prix, il ne diminue même pas. Mais cette année, il n'y a même pas de gourous. La façon qu'on fait, on fait ça bien. Donc c'est quelque chose qui peut taper au moins 2 ans même avec toi. Si tu l'entretiens bien seulement. Après Noël, tu cherches un coin, tu déposes. Donc c'est comme ça que les gens font. C'est ça qui fait souvent que nous aussi on ne gagne pas. Le marché est devenu bizarre. L'année passée, ça a été mieux. Parce que l'année passée, à cet instant-là même, on avait beaucoup vendu. Noël, c'est dans 2 jours. Pour ces commerçants, rien n'est encore perdu. L'espoir est plein. Et avant Noël, c'est la période de l'Avent. Durant 4 semaines, les chrétiens se préparent à la venue du Christ. Une de nos équipes a rencontré les membres de la communauté des béatitudes au foyer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Diebougou, Oumarou Sagnon et Aboubakar Traoré Constant. La spiritualité est au cœur de cette période d'avant Noël au foyer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face de Diebougou. Isolé sur la colline Sainte des Béatitudes à la sortie nord-ouest de la ville, la dizaine de religieux de la communauté des Béatitudes multiplient les prières. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des prières qui dénotent de l'importance que les membres de cette communauté accordent à la fête de Noël. Le temps de Noël, c'est une manière donc de renouveler ma fidélité à la lumière que j'ai reçue à mon baptême. Et ça me pose de demander à la Vierge, comme c'est elle qui est la garante des lumières de chacun de nous, qu'elle me donne la grâce de retrouver la lumière de mon baptême que je n'ai pas été vraiment fidèle. C'est une fête comme toutes les autres fêtes, on va le dire. Mais en réalité, Noël, c'est la préparation à la venue du Christ. Christ, petit enfant, au cœur de notre humanité. Christ qui veut habiter la vie de l'homme. On dit que Noël, c'est une attente de joie, de paix, une attente aussi de transformation intérieure, comme je l'ai dit. Du haut de leur sainte colline, en cette période bénite pour les fidèles chrétiens, les membres de la communauté des béatitudes de Diebougou implorent des bontés divines pour tous les Burkinabés. Joie, mais une joie profonde. Comme le Christ a dit, je vous donne ma joie, non pas à la manière du monde, mais vraiment comme Dieu le veut. Une véritable joie, une joie profonde qui n'est pas liée au fait que je reçois des cadeaux, mais que Dieu me donne. Voilà, c'est cette joie-là que je souhaite à tout le monde, à tout le peuple burkinabé. La communauté des béatitudes a été créée en France il y a une 20aine d'années par un père centrafricain. Elle relève de l'Église catholique. Ses membres sont reconnaissables à travers leurs habits monastiques avec un rosaire, mais ils refusent d'être appelés moines. Et puis en culture, le festival artistique de Ouagadougou a investi l'espace devant le stade du 4 août à Ouagadougou ce week-end pour ses activités. Une deuxième édition qui a donné lieu à voir à des spectacles de danse et de musique traditionnelle, mais aussi moderne et des troupes venues de l'intérieur. Draman Guéné. C'est l'apothéose de 3 jours de fête culturelle à Ouagadougou. Festival artistique et culturel, acte 2. Il est porté par la mairie de l'arrondissement 2 de Ouagadougou pour offrir un espace d'expression à l'ensemble des acteurs culturels du pays. Nous avons eu la troupe Guinguélé qui est venue de Manga, nous avons eu une troupe Kassena qui est venue, il y a une troupe de Koudougou qui n'a pas pu faire le déplacement malheureusement. Il y a la troupe du Benaba ici, qui est la troupe du Palais Royal du Mogonaba. Il y a bien sûr la musique moderne aussi. Ce soir, c'est la clôture. Les grandes prestations sont déjà passées. L'ambition est de créer une troupe artistique de jeunes à l'image des chanteurs au point levé sous la Révolution. Le festival même vise à mettre en place une troupe qui va travailler beaucoup avec les anciens pour pouvoir ressortir tout ce qui est comme valeur, que ce soit au niveau instrumental ou que ce soit au niveau du contenu même. Nous pensons que nous devons participer à l'éducation citoyenne à travers les éléments, les valeurs culturelles de notre société. Culture et cohésion sociale, c'est le thème du festival. Sur scène, jeunes et anciens s'expriment fièrement.
Et à Kupela, l'association Nécré fait la promotion de la danse Zaoré à travers le Festival international de l'intégration Zaoré et avoisinant Festiza. La 12e édition de ce festival est intervenue entre le 19 décembre et le 22 dernier à Kupela sous le thème dialogue de la culture comme moyen de prévention de l'extrémisme violent. Chantal Ouedraogo. Des troupes de danse Zaoré de l'Est et du Centre-Est rivalisent leur talent à ce rendez-vous du Festival international de l'intégration Zaoré et avoisinant Festiza. Cette manifestation qui vise à promouvoir la culture Zaoré est initiée par l'association Nécré de Kupela. Et s'il y a des divergences de pensée, de courants religieux, voilà, pourquoi ne pas justement entrer en dialogue pour que chacun sache qu'il est. Il a la valeur là où il est. Il n'y a pas de petite culture, il n'y a pas de grande culture. Et que dans ça, parlant de culture, de religion, nous puissions accepter les autres, c'est-à-dire accepter les différences. Donc les conflits sociaux, c'est parce qu'on ne se frotte pas, c'est parce qu'on n'apprend pas à découvrir l'autre. Et pour renforcer cette cohésion, les promoteurs ont animé une conférence avec les différentes communautés ethniques et religieuses. Cette conférence est focalisée sur le thème « Dialogue des cultures » comme moyen de prévention de l'extrémisme violent. La culture joue essentiellement un rôle très important dans la prévention de l'extrémisme violent. Donc que chaque acteur puisse s'armer des outils que nous avons partagés avec eux pour ce qui concerne les valeurs culturelles, de sorte à pouvoir jouer efficacement son rôle sur le terrain. Nous avons appris à vivre ensemble en paix et dans le respect mutuel, dans la tolérance. Et nous pensons que cela doit réjaillir sur tous les autres aussi. Le Festiza 2018, c'est aussi des parades dans les artères de la ville, des expositions et des animations populaires. Des pays voisins comme le Bénin, le Ghana et le Niger ont marqué leur présence à cette 12e édition. Et puis le Kenya est lauréat du Festival international du cinéma africain de Kouribga au Maroc. Likario Wanaini remporte le prix Saint-Ben Ousmane avec son film Soupa Modo. 10 autres prix ont été décernés à l'occasion. Le palmarès complet avec Eleonore Yerbanga. Le Kenya suit la plus haute marche du podium au palmarès du Festival du cinéma africain de Kouribga. Absent parce qu'en déplacement aux États-Unis pour prendre part aux Oscars avec son film Supamodo, le réalisateur Likarion Wenania reçoit ici le prix Saint-Ben Ousmane avec le même film. Le prix de la réalisation Idrissa Ouedraogo revient au Sud-Africain Étienne Kalos pour son film Les Moissonneurs. Les réalisateurs tunisiens et rwandais reçoivent respectivement le prix du jury Samir Farid et le prix du scénario. Pour moi, c'est un film qui nous concerne, nous les Africains. Et quand on reçoit des prix, pour moi, ça me motive, ça me parle que je dois continuer à travailler, à améliorer mon travail. C'est un bonheur pour nous d'être reconnus, pour l'équipe, les acteurs, les techniciens, les producteurs qui ont soutenu, accompagné ce film depuis plusieurs années déjà. Ce film appelle à défendre les valeurs de l'islam de tolérance, d'un islam des Lumières, contre la barbarie, contre le terrorisme. Pour les membres du jury, ces films ont été distingués pour leur originalité. C'est des films dans lesquels il y a le cinéma, l'émerveillement, la grammaire, le cinéma, c'est-à-dire le son et le son, l'image et image. Donc c'est pas juste ouvrir une caméra, imprimer des images, non, c'est raconter une histoire. Vous savez, quand vous amenez quelqu'un dans une salle, vous devez le respecter, vous devez le séduire, vous devez le convaincre. Eh bien, ces films nous ont convaincus. Des mentions spéciales pour le scénario et la réalisation ont été faites au réalisateur ghanéen Peter Sedufia et au Marocain Mohamed Zinedine. L'Algérie, le Maroc et le Rwanda ont obtenu les prix des deuxième et premier rôles masculins et féminins. Un hommage a été rendu à Mohamed Kouhi, acteur marocain du cinéma, de théâtre et de la télévision, pour son talent aux multiples facettes et sa grande humilité.
Et à l'étranger, en Indonésie, un tsunami fait 222 morts et de nombreux dégâts matériels sur l'archipel. Le tsunami qui a frappé l'archipel a déferlé sur la scène d'un concert pop en plein air, emportant avec elle les membres du groupe et de nombreux spectateurs. Regardez. Le tsunami qui a frappé l'Indonésie dans la nuit a fait au moins 168 morts et plus de 700 blessés, selon un bilan qui reste provisoire. L'immense vague a déferlé sur les rives du détroit de la Sonde, affectant les îles de Sumatra et de Java. Et c'est une éruption volcanique qui aurait provoqué la catastrophe. L'Anak Krakatoa, l'un des 127 volcans actifs d'Indonésie, était entré en éruption samedi après-midi, provoquant un glissement de terrain sous-marin qui a à son tour entraîné la formation du tsunami. Sur les côtes méridionales de Sumatra et à l'ouest de Java, les dégâts donnent une idée de la violence de cette vague géante qui a tout emporté sur son passage, déracinant des arbres et arrachant des toitures. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone à très forte activité sismique. Aujourd'hui, c'est dimanche et je reçois Lassina Sawadgo du service des sports. Lassina, bonsoir. Bonsoir, Fousseni Kindo. Un dimanche de sport avec la qualification hier de Salitas pour le tour de cadrage de la Coupe CAF face à Al Masry. Hier, c'était au stade du Catou. Oui. Ce n'est un dimanche de sport avec cette bonne nouvelle, vous l'avez dit, la qualification autour du cadrage de la Coupe de la Confédération de Salitas. Hier, en match retour des 16e de finale, le représentant burkinabé a réussi un match nul de 0 but partout face à Al Masry. Mais fort de sa victoire, 2-0 du côté de Port Saïd la semaine dernière, Salitas va continuer son aventure sur l'échiquier continental. Et retour d'ailleurs sur le match d'hier avec ce commentaire de Khalifa Ouattara. On a allé vite en besoin avec ce match entre... Mais avant d'arriver à ces images que nous venons de voir, après cette victoire de Salitas, certainement qu'il y a une suite. Oui, il y a une suite pour les téléspectateurs, il faut le savoir. Salitas n'est pas directement qualifié pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Il y a un tour de cadrage. Les équipes éliminées en 16e de finale de la Ligue des Champions sont reversées au niveau de la Coupe CAF. Il y aura un tour de cadrage. Le tirage au sort aura lieu le 28 décembre prochain. À l'issue de cela, Salitas sera son dernier adversaire avant donc de pouvoir intégrer, si tout va bien, les phases de poule de la Coupe de la Confédération. On va essayer donc de suivre le commentaire de Khalifa Traoré sur ce match Salitas Al Masry et si la régie est prête. La fin de la partie ici, Salitas 0, Al Masry 0. L'équipe du colonel Yak se qualifie pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Ils avaient créé la surprise à Port Saïd aux abords du canal de Suez. Les Colombes arrachent la qualification au stade 4 août de Ouagadougou. Salitas continue d'écrire son histoire en Coupe de la Confédération. Au terme d'un nul de 0 but partout, le représentant burkinabé a fait honneur à son public et au football burkinabé. Al Masry jette son va-tout dès l'entame du match. Les Égyptiens veulent tout de suite faire la différence. En face, une défense de Salitas contrôlée par un excellent Ismaël Zagré, crédité d'un grand match. 0-0 à la pause. La deuxième période est largement à l'avantage des Égyptiens. Ils multiplient les attaques, mettent à rude épreuve Salitas. Khalifa Ouattara, regardez-moi cette action. La tête de Mohamed Kofi. L'arrêt de Zougrana Herman. Daouda Diakité de la jambe repousse. Il a été empêché Daouda Diakité. Ah ouais, que de frustration. Les académiciens font mieux que résister. 0-0, c'est le score final. Ladji Koulibaly et ses garçons ont fait un pas de géant vers les phases de poule. Un beau cadeau d'anniversaire pour le capitaine Youssouf Baro. Salitas FC connaîtra son adversaire du tour de cadrage le 28 décembre prochain.
Voilà, bravo donc aux enfants de Colonel Yak. Et Lassina, on va revenir également cet après-midi sur ce derby féminin dans le championnat des dames. Étincelle contre USFA, je crois. Oui, tout à l'heure, on a vu les premières images de ce derby. C'est vrai, le football féminin existe bel et bien au Burkina Faso, Fousseni. Il y a même des derbys, vous savez. Regardez cette équipe habillée en jaune. C'est l'équipe des Étincelles. Elle va inscrire le score. Regardez ce but d'anthologie. Elle fait la passe. Et puis le premier but donc marqué par Jamila Dera à la 2e minute seulement. L'équipe des Étincelles déjà prenait l'avantage face à cette équipe de l'Union sportive des forces armées. Et le deuxième but des Étincelles est l'œuvre de Adel Kaboré. Le but serait inscrit à la 36e minute. Adel Kaboré qui bénéficie d'un compte favorable pour le 2-0 et réussit donc le break pour l'équipe des filles de Pascal Sawadogo. Le public du stade municipal ici de Konombo conquis par cette prestation féminine de très belle qualité. L'équipe militaire Fousseni va relever la tête en réduisant le score par l'entremise de Stéphanie Bogo à la 53e minute, 2-1 donc pour les Étincelles. Et les Étincelles, on va le voir, qui vont véritablement mettre KO cette équipe militaire dans le temps additionnel avec cet intenable Adel Kaboré qui inscrit le 3e but à la 93e minute. Le derby, comme on le dit, Fousseni a vécu et les Étincelles ont scintillé du côté du stade municipal ici pour Joseph Konombo. Tout à fait. Et puis on va terminer avec vous et avec Dimanche Fort de ce soir, avec le dénouement du championnat national de basket actuellement du côté du lycée Marianne Gouabi. Oui, tout à fait. On n'a pas des images pour vous pour ce dénouement Fousseni. Il faut le dire déjà, le palmarès est en train d'être complété depuis cet après-midi. Et sachez qu'au niveau des dames, l'AS Douane en dames a battu tout à l'heure même le RCB de Bobo Dioulasso en senior dames sur le score de 58-36. Et actuellement, le choc des titans entre le Rail Club du Kadogo et l'AS Sonabi en senior sur le plateau du lycée Marianne Gouabi. Je vais vous faire un bonus pour terminer. Il y a eu un match de fou aujourd'hui du côté de Conakry Fousseni en Ligue africaine des champions en match retour. Le Oroya de Burkinabé, Jean-Noël Nengani, Draman Nikima, Okanse Mandela, Yacouba Mando ont renversé Al Nassr sur le score de 6-2, s'il vous plaît. Il a dit bien, les Guinéens avaient perdu un match aller sur le score de 3-0 et le Oroya se qualifie pour les phases de poule de la Ligue des champions. Comme quoi, il faut toujours croire, rien n'est impossible. Merci à vous, Lassina, d'être passé pour toutes ces informations sportives. À dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Joyeux Noël, Fousseni. Merci. Et à demain pour le magazine des sports. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.